Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours diagnostic des dysphonies. C'est un cours qui est très important, hyper tombable, encaissez mon URL, d'accord? Donc, essayez de concentrer avec moi, d'accord? Pour, pour connaître les parties les plus importantes dans ce cours. Donc, vous allez remarquer que je vais zapper pas mal de diapos, d'accord? Qui n'ont pas vraiment de relation avec le cours, et je vais me focaliser sur les notions les plus importantes à retenir de ce cours. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste, et vous trouverez toujours le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram et ma page médicale. Je publie toujours des publications dans ces deux réseaux sociaux, et c'est parti. Alors, comme petite introduction, c'est quoi la dysphonie? Donc, la dysphonie désigne une altération. Donc, dys, ça veut dire une altération. Phonie, c'est-à-dire la voix. Donc, c'est une altération finalement de la voix, d'accord? Donc, qui porte soit sur la hauteur de la voix, soit sur l'intensité de la voix, le timbre, etc. L'essentiel que on perçoit que la voix, elle n'est pas normale. Donc, c'est ça la dysphonie. Il faut savoir aussi que la dysphonie est un symptôme, c'est-à-dire que c'est pas une pathologie, donc c'est un symptôme qu'il faut rechercher l'étiologie. D'accord? Donc il faut rechercher les signes associés. Et bien évidemment, il faut rechercher l'étiologie, c'est-à-dire la pathologie qui a causé cette dysphonie. À savoir que les pathologies qui causent la dysphonie sont des pathologies en rapport, vous comprenez bien, avec le larynx, parce que c'est l'organe qui va nous permettre de parler, d'accord? C'est la source des vibrations sonores, d'accord? Et donc, vous comprenez bien que les pathologies qui vont causer la dysphonie sont en rapport avec les pathologies qui touchent le larynx. Donc, considérée comme un symptôme banal sans gravité, elle est souvent négligée par les patients tout au moins au début. Justement, malgré c'est un symptôme banal, il peut cacher derrière des pathologies malignes cancéreuses, d'accord? En réalité, elle peut être le premier et le plus important des signes cliniques d'un cancer, vous remarquez bien, d'un cancer du larynx. Donc, le cancer du larynx, plus pratiquement, le premier signe d'appel, c'est cette dysphonie, d'accord? Donc le larynx, sans rentrer dans le détail, bien sûr c'est un organe complexe parce qu'il contient des parties cartilagineuses, il contient une partie musculaire, d'accord? Mais il faut savoir qu'il est constitué de 3 cartilages les plus importants, c'est l'épiglotte, donc le cartilage épiglottique, le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Donc c'est les cartilages les plus grands, et vous remarquez bien qu'il y a des cartilages dits accessoires, d'accord? Ce sont des cartilages qui sont petits, mais bien sûr font partie du larynx, d'accord? Donc c'est l'organe de la phonation. D'accord? Très bien. Ce qui nous intéresse dans le larynx n'est pas les muscles, etc., n'est pas les cartilages, etc., mais ce qui nous intéresse, c'est que le larynx, il est constitué de 3 parties, d'accord? Ou bien 3 étages, qu'on appelle l'étage susglottique, l'étage glottique et l'étage sous-glottique. Alors, pour comprendre bien, voici ce schéma. Alors, le larynx, il est constitué de 2 replis, disons des replis membraneux qui couvrent les muscles, d'accord? Et ces 2 replis membraneux sont appelés les cordes vocales, d'accord? Donc, sont appelés les cordes vocales. Donc, le plan des cordes vocales est appelé l'étage glottique, d'accord? Donc, le plan qui passe par les cordes vocales est dit l'étage glottique, d'accord? Tout ce qui se situe au-dessus de l'étage glottique s'appelle l'étage susglottique. D'accord? Ça s'appelle l'étage susglottique. Tout ce qui se situe au-dessous de l'étage glottique s'appelle l'étage sous-glottique. D'accord? Donc le plan des cordes vocales, c'est le repère. On a l'étage glottique, l'étage susglottique et on a l'étage, bien sûr, sous-glottique. Parlons un petit peu de l'innervation du larynx. Ça veut dire que les muscles du larynx, ce sont des muscles qui sont striés. Et ces muscles striés, volontaires, d'accord, vont avoir, bien sûr, une innervation, d'accord? Donc, on a une innervation par des branches du nerf vague, le 10, d'accord? Donc, le nerf vague va innerver
va innerver le larynx par deux branches. Donc on a le nerf laryngé supérieur et on a le nerf laryngé inférieur qu'on appelle aussi le nerf récurrent. Vous entendez parler des nerfs récurrents, et bien c'est tout simplement le nerf laryngé inférieur qui est lui-même une branche du nerf vague. D'accord? Donc le nerf vague va donner deux branches, le nerf laryngé supérieur et le nerf laryngé inférieur. D'accord? Donc vous voyez le nerf laryngé supérieur et vous voyez le nerf laryngé récurrent ou inférieur. D'accord? Donc ces deux branches du nerf vague. Ils vont innerver les différents muscles du larynx. Il faut savoir, bien sûr, je parle des muscles intrinsèques, c'est-à-dire les muscles qui constituent le larynx. Bien sûr, la majorité des muscles intrinsèques, il faut savoir qu'ils sont innervés par le nerf récurrent, c'est-à-dire le nerf laryngé inférieur. D'accord? Donc, vous voyez qu'il innerve tous les muscles intrinsèques, sauf le muscle cricothyroïdien. Vous remarquez bien qu'il est innervé par le nerf laryngé supérieur. Donc, la majorité des muscles intrinsèques du larynx sont innervés par le nerf récurrent, c'est-à-dire le nerf laryngé inférieur, mais l'appellation la plus commune, c'est le nerf récurrent. D'accord? Sauf le muscle cricothyroïdien, sans rentrer dans les détails, d'accord? Parce que ce n'est pas l'objet de notre cours, est innervé par le nerf laryngé supérieur. D'accord? Très bien. Alors, juste un petit schéma avant de rentrer dans le détail pour que vous soyez très organisés dans votre tête. Donc, on a la dysphonie qui est un symptôme qu'il faut rechercher absolument l'étiologie. Donc, cette dysphonie peut être d'origine organique. Vous comprenez bien, le mot organique veut dire qu'il y a une anomalie. D'accord? Une anomalie quelconque. D'accord? Donc, qui est due à une lésion organique. C'est-à-dire que c'est une lésion réelle des cordes vocales. Ça veut dire qu'il y a une anomalie des cordes vocales. Et bien sûr, l'anomalie, on va détailler les anomalies. Ils sont multiples. D'accord? C'est une liste qui ne se termine pas. Donc, on a les laryngites et les laryngites, on a les laryngites, c'est-à-dire l'inflammation de la muqueuse du larynx, et plus pratiquement les cordes vocales vont être touchées aussi. D'accord? Donc, on a les laryngites aiguës, les laryngites chroniques, les laryngites chroniques spécifiques, on a les néoplasies, on a les pathologies bénignes, on a les pathologies malignes, on a les cancers. C'est une liste qui ne se termine pas. D'accord? On va se focaliser sur les choses les plus importantes. D'accord? Et bien sûr, on a une entité qui est très très importante, c'est les paralysies laryngées. C'est-à-dire que c'est les paralysies, c'est les anomalies qui touchent les nerfs. C'est-à-dire le nerf ne fonctionne plus. D'accord? Le nerf ne fonctionne plus, c'est-à-dire le nerf, on parle plus souvent du nerf laryngé inférieur, parce que c'est lui qui innerve les muscles les plus... D'accord? Donc là, paralysie laryngée, elle peut être unie, c'est-à-dire d'un seul côté, comme elle peut être bilatérale. D'accord? Comme elle peut être bilatérale. D'accord? Très bien, on va détailler tout ça. Là, on rentre dans le cadre, dans les dysphonies qui sont organiques, c'est-à-dire réellement, il y a une anomalie. Bien sûr, il y a une entité qui est vraiment rare par rapport aux lésions organiques. On a les dysphonies qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lésion. Même si on examine le larynx, il n'y a ni une paralysie, ni une lésion, une pathologie qui touche le larynx, c'est plus pratiquement les cordes vocales. D'accord? Et donc, c'est une dysphonie qui est due tout simplement à une fatigabilité des cordes vocales. D'accord? Due à une fatigabilité des cordes vocales. Une notion qui est très 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 importante à retenir, qui est tombable en QCM, d'accord? C'est que les dysphonies qui sont organiques, vous remarquez bien qu'ils ne s'améliorent peu ou pas par le repos. Parce que c'est pas le problème, c'est pas le repos qui est le problème. C'est pas parce que il y a une lésion organique dans le larynx. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas améliorés par le repos. Au contraire, au fil du temps, s'il y a par exemple une pathologie cancéreuse, la dysphonie va s'aggraver dans le temps. D'accord? Très bien. Mais si par exemple il y a un problème fonctionnel, ça veut dire juste une fatigabilité des cordes vocales, là quand même, elle peut s'améliorer au repos au début. D'accord? Au début de la fonctionnalité, elle peut s'améliorer au début. Vous me dites pourquoi au début? Parce que les dysphonies qui sont fonctionnelles, au fil du temps, vont apparaître des lésions organiques, d'accord? Comme le kissing nodule, etc. Sans rentrer dans le détail, donc on peut avoir des lésions organiques, ce qu'on appelle les dysphonies dysfonctionnelles, c'est-à-dire au début ils sont fonctionnels, mais plus tard ils vont apparaître des lésions organiques. C'est pour ça que j'ai dit s'améliore par le repos au début. Donc c'est une notion qui est très importante à garder en tête. Très bien. Là dans la physiopathologie, vous remarquez qu'il parle justement que des lésions organiques. Il n'a pas abordé les lésions fonctionnelles. Donc l'absence d'accollement des cordes est responsable d'une fuite d'air à ce niveau. Donc pour fabriquer ou pour permettre
les vibrations sonores de ce naître, d'accord, il faut qu'il y ait un accolement des cordes vocales entre eux, d'accord. Il faut tout simplement qu'il y ait une vibration, c'est-à-dire une mobilité des cordes vocales qui est due à une innervation. Il est très important de comprendre ce point. C'est pour ça que j'insiste. À une innervation saine, d'accord, n'est pas pathologique, il n'y a pas une paralysie, d'accord. Et la deuxième condition, c'est que la muqueuse soit normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pathologie de la muqueuse des cordes vocales. C'est-à-dire qu'il n'y a ni une lésion ou une anomalie de la muqueuse, c'est-à-dire une lésion qu'on a déjà parlé, c'est les laryngites et les cancers, etc., ni une anomalie de la mobilité. C'est-à-dire la mobilité, elle est normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une paralysie des nerfs, d'accord. Donc, même si la muqueuse est normale, s'il y a absence d'accolement des cordes vocales à cause d'une paralysie, donc on va avoir une dysphonie. Et même, bien sûr, si la mobilité est normale, mais il y a une anomalie de la muqueuse, on va avoir une dysphonie. Donc, pour que la voix soit normale, les deux conditions doivent être réunies, c'est-à-dire absence d'anomalie de la muqueuse et absence de paralysie des nerfs. Très bien. Maintenant, pour le diagnostic positif, disons le diagnostic étiologique, parce qu'on cherche l'étiologie. D'accord. Donc, l'interrogatoire, il va préciser le mode de survenue. Est-ce que c'est une dysphonie qui est survenue de façon aiguë? Au contraire, elle est survenue de façon progressive. Ça peut nous orienter vers l'étiologie. Si elle est survenue de façon brutale, on peut s'orienter vers les laryngites aiguës, c'est-à-dire l'inflammation aiguë du larynx. Si elle est survenue de façon chronique, on peut penser plutôt vers les pathologies néoplasiques. Parce que tout simplement, les pathologies néoplasiques, les cancers vont augmenter, les néoplasies, bien sûr, les pathologies malignes, vont augmenter de volume lentement, et donc la dysphonie va s'aggraver lentement, d'accord. Donc, le mode de survenue est vraiment important. Donc, voilà, donc toute dysphonie se prolongeant plus de 3 semaines est considérée comme dysphonie chronique. Bien sûr, l'âge est à rechercher. Certaines néoplasies, avec l'âge, le risque se multiplie. Les conditions de travail, bien sûr, l'intoxication alcoolo-tabagique, c'est vraiment important de rechercher l'intoxication alcoolo-tabagique. Pourquoi? Parce que le cancer du larynx, tout simplement, l'intoxication alcoolo-tabagique constitue un facteur de risque. D'accord? Un facteur de risque majeur. Ce n'est pas un facteur de risque qui est minime, un facteur de risque qui est majeur. Les antécédents pathologiques ou chirurgicaux, d'accord, pour rechercher la notion de traumatisme, etc. Tout ce qui peut traumatiser les cordes vocales, d'accord. Bien sûr, on va rechercher les signes associés parce qu'ils vont nous orienter, ils vont nous donner une idée sur la pathologie qui cause ces signes. Et bien sûr, le profil psychologique. L'examen clinique à l'inspection, on va voir la morphologie générale du cou, s'il n'y a pas une adénopathie, etc. L'aspect des téguments, mobilité du larynx lors de la déglutition, est-ce qu'il est mouvement? Bien sûr, à la palpation, on recherche une déformation, on recherche une douleur, on palpe la glande thyroïde, d'accord? On palpe s'il y a surtout, la palpation sert surtout à rechercher les adénopathies cervicales. Parce qu'en cas de cancer du larynx, on peut avoir, dans certains cas, des adénopathies cervicales. D'accord? Donc la palpation va rechercher toujours les aires ganglionnaires s'il y a des adénopathies, bien sûr. On peut faire, bien sûr, la laryngoscopie. Ça, c'est la laryngoscopie indirecte. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce miroir, d'accord, pour visualiser le larynx. C'est pour ça qu'elle est dite indirecte. Par contre, si on rentre comme cela, si on rentre pour visualiser directement le larynx, ça, c'est la laryngoscopie directe. Vous comprenez bien que la laryngoscopie directe, elle se fait sous anesthésie générale, tandis que la laryngoscopie indirecte se fait généralement sur anesthésie locale. Généralement, la laryngoscopie directe, elle est abandonnée au fil du temps. La laryngoscopie directe a remplacé plus pratiquement la laryngoscopie indirecte. D'accord? Mais ça reste quand même utilisé. Aussi, une remarque qui est très importante, la laryngoscopie directe et indirecte ne font pas des examens complémentaires. Ce sont des examens avec l'examen clinique. D'accord? Surtout la laryngoscopie indirecte, elle ne fait pas des examens complémentaires. Elle fait partie de l'examen clinique, c'est-à-dire on a l'inspection, la palpation et la laryngoscopie indirecte, et même la laryngoscopie directe. D'accord? Donc elles ne font pas partie des examens complémentaires.
D'accord? Une chose qui est très importante à retenir. Très bien. Examen oral complet, examen des fosses nasales, pharynx et cavum. Vous allez me dire quelle est la relation des fosses nasales ou bien du pharynx ou bien le cavum avec la phonation. Il intervient justement dans la phonation parce que les vibrations sonores qui sont produites par le larynx, ils doivent passer par le pharynx, ils doivent être résonnés si vous voulez. L'intensité augmente dans le cavum qu'on appelle les résonateurs. D'accord? Donc tout simplement s'il y a une anomalie du cavum, on aura modification de la voix. Si on a une anomalie des fosses nasales ou bien un comblement autre, là, ça fait partie pratiquement des diagnostics différentiels avec la vraie dysphonie. Là, s'il y a par exemple un comblement, c'est la rhinolalie plus qu'une dysphonie. D'accord? Donc les dysphonies, c'est généralement une pathologie qui touche le larynx. Bien sûr, l'examen neurologique, ben, il est important pour explorer les différentes nerfs qui énervent le voile de la langue, mais c'est pas vraiment important. Les éléments les plus importants, c'est l'examen clinique, c'est l'interrogatoire surtout, et plus accessoirement l'ORL, donc l'examen ORL complet. Même si là, je vois que la laryngoscopie directe, elle est mise dans la diapo parmi les examens complémentaires, mais plus pratiquement, elle n'est pas considérée comme examen complémentaire. Si elle utilise l'analyse générale, elle peut être considérée plus ou moins comme examen complémentaire, même si elle fait partie de l'examen clinique, d'accord? Mais bien sûr, la laryngoscopie indirecte, ça fait partie de l'examen clinique, d'accord? Il faut retenir ça bien. Donc, on peut utiliser plein d'examens complémentaires pour rechercher l'étiologie, d'accord? Mais plus pratiquement, si on fait une laryngoscopie directe, ça peut nous orienter vers l'étiologie sans passer par ces examens complémentaires qui sont très spécialisés, très compliqués. Bien sûr, on ne doit pas confondre la dysphonie avec plein de diagnostics différentiels, avec l'hypophonie, c'est-à-dire tout simplement c'est une voix faible, mais il n'y a pas une altération de la voix, avec modification du timbre de la voix, je vous ai dit, par atteinte des cavités des résonances, qu'on appelle les résonateurs, c'est-à-dire qui résonnent le son produit par les cordes vocales. D'accord? Donc, on peut avoir une rhinolalie fermée, donc c'est tout simplement une obstruction nasale. C'est pour ça fermé, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction au niveau des cavités nasales ou bien du cavum qui vont produire une voix qui est nasonie, disons, mais ce n'est pas vraiment une dysphonie. D'accord? Ou bien une rhinolalie qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une incontinence du voile du palais, c'est-à-dire que la voix et l'air passent à travers cette incontinence et on aura une modification de la voix, mais ce n'est pas forcément une dysphonie. D'accord? On peut avoir aussi une voix pharyngée, d'accord, par anomalie de l'oropharynx, par anomalie des amygdales, etc. Et on peut avoir aussi une dysarthrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une anomalie de la voix, mais plus pratiquement, il y a une anomalie de l'articulation de la parole chez les patients, trouble de l'articulation de la parole, par exemple chez les patients parkinsoniens, etc. C'est une lenteur de l'articulation de la parole, mais la voix, elle est tout à fait normale. Donc ça, c'est les diagnostics différentiels. Rentrons dans la partie la plus importante dans ce cours, et je dis bien, c'est la partie la plus importante dans ce cours. C'est le diagnostic étiologique, c'est-à-dire que c'est les pathologies qui vont causer cette dysphonie, d'accord? Qui vont causer cette dysphonie. Donc là, si on a une dysphonie aiguë, c'est pour ça que je vous ai dit que le mode de début est très important à rechercher. Si on a une dysphonie qui est survenue de façon brutale, on peut penser à une laryngite aiguë. C'est quoi une laryngite aiguë? C'est une inflammation aiguë du larynx. S'il y a une inflammation de la muqueuse, tout simplement, elle peut toucher les cordes vocales. D'accord? Très bien. Donc, l'étiologie la plus fréquente des dysphonies aiguës, elle peut être d'origine virale et parfois bactérienne. On ne va pas très rentrer dans le détail, l'essentiel, qu'il existe laryngite aiguë catarrhale, etc. Mais l'essentiel, il faut savoir que les laryngites aiguës peuvent causer une dysphonie. Si on a une laryngite aiguë qui est œdémateuse, etc. avec l'œdème, elle peut causer aussi une dyspnée. D'accord? J'ai fait le cours dyspnée dans la vidéo précédente, parce que tu dois le consulter. D'accord? Donc elle peut causer une dyspnée.
Très bien. La deuxième pathologie, c'est l'œdème aigu d'origine allergique, c'est-à-dire qu'il y a une allergie tout simplement qui a causé un œdème au niveau des cordes vocales. Et bien sûr, ça va causer une dysphonie qui est de façon aiguë. Troisième pathologie, disons, c'est le coup de fouet laryngien. Ça veut dire à cause d'un effort vocal violent, d'accord, hurlement, etc. Donc, on peut avoir la survenue d'une hémorragie qui est sous-muqueuse localisée d'une seule corde vocale. Donc, une hémorragie qui est localisée. Cette hémorragie localisée va gêner, disons, le mouvement des cordes vocales. Et donc, elle va causer cette dysphonie. Bien sûr, on peut avoir les lésions traumatiques. Donc, toutes les lésions traumatiques, que ce soit des traumatismes externes ou bien les traumatismes internes, peuvent causer une dysphonie. D'accord? Donc, ce soit les traumatismes externes, donc qui est survenu en externe, c'est-à-dire qui touche pratiquement la partie cervicale, et par contiguïté, elle peut toucher le larynx. Ou bien les traumatismes internes, c'est-à-dire à l'intérieur du larynx. Vous allez me dire comment à l'intérieur du larynx? Tout simplement, par exemple, par les manœuvres endoscopiques. Au moment de l'endoscopie, on peut toucher le larynx, ça peut causer un œdème, ça peut causer des hématomes, ça peut causer des hémorragies, le tout. D'accord? Donc, ça peut causer des dysphonies. Ou bien lors d'une intubation, etc. D'accord? Donc, vous comprenez bien que tous les traumatismes du larynx externe ou interne, ou bien le corps étranger qui siège au niveau du larynx, peut causer les dysphonies. Bien sûr, on a les dysphonies qui sont chroniques, qui durent plus de 3 semaines. Là, on penche beaucoup plus aux pathologies qui sont chroniques. D'accord? Parce que ce n'est pas logique qu'une laryngite aiguë peut causer une dysphonie de plus de 3 semaines. Donc, s'il y a une dysphonie de 3 semaines, c'est déjà une dysphonie chronique. Donc, on doit penser aux pathologies qui sont chroniques. La première pathologie qui sont chroniques, c'est les laryngites chroniques. C'est-à-dire que c'est les inflammations qui surviennent dans une longue période de temps. Donc, ce sont des phénomènes inflammatoires de la muqueuse du larynx qui prennent beaucoup plus de temps que les laryngites aiguës. Donc, c'est ça les laryngites chroniques. Il faut savoir que les laryngites chroniques sont divisées en plusieurs types. On a les laryngites diffuses qu'on appelle les laryngites catarrhales ou bien rouges hypertrophiques, c'est la même nomination. D'accord? Au début, on distingue les laryngites chroniques blanches et les laryngites aiguës rouges, selon l'aspect. Parce qu'on a les laryngites qui n'ont pas une rougeur, qu'on appelle les laryngites chroniques blanches. Et on a les laryngites chroniques qui sont associées à une rougeur de la muqueuse, etc., qu'on appelle les laryngites chroniques rouges. Parmi les laryngites chroniques rouges, on a la laryngite catarrhale. D'accord? Pour faire simple. Catarrhale, ça veut dire qu'il y a une congestion, qu'il y a une vasodilatation de la muqueuse, des vaisseaux de la muqueuse. D'accord? Donc, vous comprenez bien qu'à la laryngoscopie indirecte, on va voir une muqueuse qui est hypertrophique, qui est vascularisée et qui est congestive, qui est pleine de sang. D'accord? Parce qu'on a une vasodilatation qui est très, très, très importante. D'accord? Très bien. La deuxième entité ou le deuxième type des laryngites chroniques rouges, c'est la laryngite chronique rouge pseudo-myxomateuse. D'accord? Pseudo-myxomateuse. Donc, on voit que les cordes vocales sont distendues par un œdème sous-muqueux. D'accord? Et bien sûr, c'est le deuxième type des inflammations chroniques rouges. D'accord? Donc, on a la laryngite chronique rouge et la laryngite chronique blanche. La laryngite chronique rouge, on a l'hypertrophie catarrhale et l'hypertrophie pseudo-myxomateuse. Ça existe aussi qu'on appelle les dysplasies blanches. Il faut savoir que la laryngite chronique blanche, elle a un pouvoir de dégénérescence, c'est-à-dire qu'elle peut se dégénérer vers une pathologie qui est maligne. D'accord? Il faut garder cette information en tête sans rentrer dans le détail parce que vous voyez que c'est très détaillé. D'accord? Vous pouvez le lire à l'aise, mais il faut savoir cette information que les laryngites, ils ne sont pas cités ici. Il a passé directement vers les lésions dysplasiques, mais mais dans ce vide, on doit mentionner qu'il y a les laryngites
chronique blanche. D'accord? Qu'il y a la laryngite chronique blanche, tout simplement parce qu'elle contient des lésions qui sont blanches, et ces lésions blanches ont un pouvoir fort de dégénérescence. D'accord? Très bien. On peut avoir aussi des laryngites postérieures dues à un reflux gastro-œsophagien. Vous allez me dire, quelle est la relation entre le reflux gastro-œsophagien et les laryngites? Ben, tout simplement, le reflux gastro-œsophagien, à cause de l'acidité, elle peut toucher le larynx et elle peut causer des inflammations de la muqueuse du larynx à cause de l'acidité du contenu gastrique. Et donc, ça peut causer une inflammation tout simplement du larynx. On a la notion des laryngites chroniques spécifiques, c'est-à-dire qui sont causées par un agent qui est très spécifique, notamment tuberculose, syphilis, etc. Pour que vous soyez dans le plan, dans les dysphonies chroniques, on a deux entités. Soit les laryngites chroniques, on a détaillé tout cela, d'accord? Soit les lésions tumorales, d'accord? Donc, surtout les lésions tumorales, vous comprenez bien qu'avec, que ce soit les tumeurs bénignes ou malignes, hein, c'est la même chose. Sauf que les pathologies malignes sont plus graves que les pathologies bénignes, bien sûr. Ils vont causer une dysphonie qui est chronique. C'est-à-dire qu'elle dure dans le temps. C'est parce que tout simplement la tumeur, elle est toujours là, elle ne peut pas régresser, d'accord? Et donc, elle va augmenter de volume et au contraire, la dysphonie, elle va s'aggraver et elle va durer plus de 3 semaines. D'accord? Très bien. Donc, les lésions tumorales, on peut avoir les tumeurs bénignes, on peut avoir les tumeurs malignes. Parmi les tumeurs bénignes, on peut avoir les polypes de la corde vocale, tout simplement une hypertrophie de la muqueuse de la corde vocale. Et donc, voici le polype. Donc, c'est une lésion qui est très fréquente d'étiologie variée. Et bien sûr, il est important de signaler que le timbre est souvent bitonal parce que vous remarquez bien qu'elle est justement généralement unilatérale. Donc, elle touche une seule corde vocale. Et donc, les deux mobilités des cordes vocales ne sont pas les mêmes. Donc, une seule corde vocale va être plus lente, disons, que l'autre. Et donc, la voix, elle est de timbre bitonal. Donc, vibre à des fréquences qui sont différentes. Bien sûr, le diagnostic, elle va reposer sur la laryngoscopie indirecte. Même par la laryngoscopie directe, on peut visualiser le polype. Bien sûr, le traitement, vous remarquez bien qu'il est chirurgical. Donc, on doit faire l'exérèse biopsique du polype. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire concernant le polype de la corde vocale. La deuxième pathologie bénigne, c'est la papillomatose laryngée de l'enfant et l'adulte. Donc, c'est une production tumorale diffuse, exophytique. Exophytique, c'est-à-dire qu'elle se développe à l'extérieur, au contraire du mot endophytique. Donc, exophytique, qu'elle recouvre la muqueuse laryngée, d'accord? Et bien sûr, elle va aboutir progressivement. Voici la papillomatose laryngée, cet aspect qui est en grain de raisin. Bien sûr, elle va causer l'altération des cordes vocales, la diminution du calibre laryngé. D'accord? Vous remarquez bien que toute diminution du calibre laryngé peut causer une dyspnée. Donc, n'oubliez pas. Donc, la dysphonie passe au second plan devant la dyspnée laryngotrachéale croissante. Donc, ce n'est pas dans le cas du polype. Vous remarquez bien que il y a vraiment le vide pour passer de l'air, que l'air passe. Et donc, on n'a pas le problème de la dyspnée, mais tant que cette formation elle est vraiment grande, qu'elle peut entraîner la diminution du calibre laryngé, donc on peut avoir une dyspnée qui passe au premier plan de la symptomatologie. Ben, le diagnostic est fait par la laryngoscopie indirecte ou bien la laryngoscopie directe. Le traitement repose sur l'exérèse et bien sûr, on a le problème dans cette pathologie qui est la fréquence des récidives et l'extension en voie aérienne inférieure. Le problème des récidives même après l'exérèse. Passons aux tumeurs malignes. Parmi les pathologies malignes, la pathologie la plus importante maligne qui peut toucher le larynx, c'est bien le carcinome épidermoïde. C'est le type le plus fréquent et on présente, disons, 90% des pathologies malignes qui peuvent toucher le larynx. C'est le type du carcinome épidermoïde. D'accord? Carcinome épidermoïde du larynx. Donc, il faut savoir que la dysphonie est lentement le premier et le seul site d'appel. Ça, c'est une remarque qui est très importante. Parce que au début, la tumeur, elle est vraiment petite. Donc, le premier signe qui est sensible
à cette masse qui est, qui est en train de se développer, c'est la dysphonie. D'accord? Et au fil du temps, si la masse elle devient vraiment grande, qu'elle ferme le plan glottique, d'accord, ou autre, qu'elle cause bien sûr la dyspnée. Donc, c'est une remarque qui est très importante à retenir, que le carcinome épidermoïde du larynx, il se manifeste au premier plan par une dysphonie. D'accord? La dyspnée elle est vraiment rare et elle est vraiment tardive dans les stades vraiment avancés de la pathologie où la tumeur devient vraiment grande. D'accord? Donc la dysphonie, c'est le signe le plus important à rechercher. Bien sûr, c'est une dysphonie qui est chronique. Dans l'interrogatoire, on va retrouver sûrement les facteurs de risque, soit le tabac, soit l'alcool, etc. Mauvaise hygiène du dentaire. Et bien sûr, il est important de signaler que la dysphonie est précoce dans les tumeurs glottiques, c'est-à-dire qui touchent directement les cordes vocales, tandis qu'elle est tardive si elle touche par exemple le plan susglottique. Donc la tumeur doit se développer, doit être plus grande pour toucher le plan glottique. D'accord? Donc la laryngoscopie indirecte complétée par la laryngoscopie directe précise l'aspect de la tumeur, son siège, où elle se situe, l'extension. D'accord? Et si les cordes vocales sont mobiles ou non. Et bien sûr, on doit faire une TDM cervico-thoracique pour faire un bilan d'extension de cette tumeur. Et bien sûr, le traitement repose sur la radiothérapie, la chirurgie ensemble, la radiothérapie seule ou chirurgie partielle du larynx. C'est au cas par cas. Vraiment. Donc voici l'aspect des pathologies qui sont malignes. C'est caractéristique, c'est mal limité, c'est bourgeonnant, parfois hémorragique. Donc tout ça, ce sont des signes de malignité. Passons aux troubles, disons, dynamiques. Ça n'empêche pas que ce sont des troubles qui sont organiques, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie vraiment au niveau du larynx, soit au niveau de larynx, soit au niveau des nerfs. D'accord? Mais c'est dynamique, pourquoi? Parce qu'on joue là sur la mobilité des cordes vocales. S'il y a une paralysie, c'est-à-dire que l'une ou les deux des cordes vocales vont être immobiles. S'ils sont immobiles, ça va causer une dysphonie. Très bien. Là, sans rentrer dans les détails, on peut avoir les paralysies laryngées unilatérales, c'est-à-dire c'est la paralysie d'un seul nerf, d'un seul côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Donc on aura la paralysie d'une seule corde vocale, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, et donc on aura une dysphonie qui est caractéristique. Vous avez la notion de bitonalité. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de cette notion. Quand les deux cordes vocales ne se vibrent pas à la même fréquence, donc on peut avoir cette notion de bitonalité de la voix. D'accord? Parce qu'on a une paralysie d'une seule corde vocale. D'accord? Bien sûr, à la laryngoscopie indirecte, on peut voir que l'une des cordes vocales, bien sûr, parce que c'est une paralysie laryngée unilatérale, que l'une des cordes vocales ne vibre pas, tout simplement, parce qu'il y a cette paralysie. Et bien sûr, les étiologies de cette paralysie sont multiples. Voici, donc, on peut avoir un post-opératoire, l'origine centrale, l'atteinte virale, l'atteinte ischémique, les pathologies congénitales, d'accord? D'accord? Très bien. Bien sûr, le traitement est étiologique. On ne peut rien faire pour la paralysie laryngée. On doit traiter l'étiologie de cette paralysie et bien sûr par une rééducation orthophonique. Un mot qui est très important et une information qui est très importante à retenir, c'est que dans le cas des paralysies laryngées unilatérales, on ne peut pas avoir une dyspnée. D'accord? Vous comprenez très bien que l'une des cordes vocales est en mouvement, l'autre elle est fixe, mais quand même il y a une mobilité de l'une des cordes vocales, c'est-à-dire qu'il y a le vide où se passe l'air, et donc oubliez la notion de dyspnée en cas de paralysie laryngée unilatérale. Il y a la dysphonie. Par contre, vous allez remarquer, s'il y a une paralysie laryngée bilatérale et que cette paralysie elle est en fermeture, ça c'est un problème qui est majeur. Donc elle va causer une dyspnée. D'accord? Elle va causer une dyspnée. C'est-à-dire que les cordes vocales, que la paralysie elle est survenue au moment où les cordes vocales étaient en adduction, c'est-à-dire rapprochées l'une de l'autre. Donc ça va fermer l'air, ça va fermer le passage, ça va fermer
les voies aériennes, disons, supérieures, et donc ça va causer la dyspnée qui passe au premier plan. Donc dans les paralysies laryngées bilatérales, on a deux types, soit en fermeture, soit en ouverture. Si c'est en fermeture, là c'est grave, donc c'est un problème parce qu'on peut avoir une dyspnée. Par contre, c'est une voie qui est normale. Vous allez me dire pourquoi la voie est normale? Parce que pour qu'il y ait production des vibrations sonores, il faut que les deux cordes vocales soient en adduction, c'est-à-dire soient l'un à côté de l'autre. Donc on peut avoir une voix qui est tout à fait normale. D'accord? Très bien. Par contre, si on a une paralysie laryngée bilatérale, mais cette fois-ci en ouverture, là, on est un peu soulagé parce qu'il n'y a pas cette notion de dyspnée, mais par contre, tant qu'ils sont en ouverture, c'est-à-dire en abduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapprochement entre les deux cordes vocales, et là, on aura une dysphonie qui peut être grave, d'accord? Donc, voire une aphonie totale, bien, vous remarquez bien que la respiration, elle est normale. Parmi les dysphonies chroniques, on peut avoir aussi les malformations laryngées. C'est-à-dire que les pathologies qui sont dues à des malformations, que ce soit congénitales ou acquises, d'accord? Je résume les malformations dans ces images. Donc, les malformations congénitales les plus fréquentes, c'est bien les kystes, d'accord? C'est bien les kystes dans les cordes vocales. Ou bien, voici les cordes vocales, voici le kyste, d'accord? Ou bien le sulculus glottidis. Je préfère que vous reteniez les images mieux que retenir quelque chose théorique, d'accord? C'est le sulcus glottidis. Vous comprenez bien que c'est comme une lame, comme un repli qui est de façon longitudinale qui va gêner les cordes vocales à produire une voix qui est normale, d'accord? Ou bien la palmure, c'est comme une membrane qui est fine, qui est transparente, qui va unir les deux cordes vocales, et donc ça va empêcher tout simplement à produire un son qui est normal. Voilà, dans ce cours dysphonie, on a détaillé les choses les plus importantes à retenir, notamment les étiologies inflammatoires, les étiologies cancéreuses, les étiologies congénitales. On distingue maintenant les pathologies organiques des pathologies fonctionnelles qui duent tout simplement à une fatigue du larynx, d'accord, fatigue des cordes vocales. Une dernière chose, je vous ai dit que certaines pathologies fonctionnelles, donc quand on a une étiologie fonctionnelle, elle peut devenir organique. Bon, les lésions organiques les plus fréquentes qu'on peut retrouver en cas de cause fonctionnelle, c'est bien le kissing nodule. C'est ça le kissing nodule qui peut causer une dysphonie qui, bien sûr, tant que c'est une lésion organique, elle ne va pas s'améliorer avec le repos. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que les pathologies bénignes et les causes fonctionnelles causent une dysphonie qui s'améliore au repos juste au début. D'accord? Parce que au fil du temps, des lésions organiques vont apparaître. Voilà, on a détaillé les causes les plus fréquentes. Ça n'empêche pas que vous devez jeter un coup d'œil sur toute la diapo. Mais je vous ai détaillé les pathologies les plus importantes à retenir, qui sont hypertombables en QCM. D'accord? Mais bien sûr, vous devez jeter un coup d'œil sur toute la diapo. Mais on a fait la majorité de la diapo. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. D'accord? Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne, mettre un petit like et bien sûr, à la prochaine.